Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 13 voix pour et 2 abstentions. Le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit l'embargo sur les armes en Centrafrique. Une dérogation a néanmoins été décidée pour les forces de sécurité. L'adoption du plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026. Un document adopté à l'issue du sommet de Saint-Pétersbourg, tenu les 27 et 28 juillet. Et puis coup de projecteur sur la pièce de théâtre Vieux le Père, Dieu le Fils au Bénin. Une pièce qui évoque les questions liées à la succession et l'héritage. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'opposant Ousmane Sonko déclare avoir entamé une grève de la faim au Sénégal. Sur les réseaux sociaux, le leader du PASTEF explique vouloir résister face à, je cite, tant de haine, de mensonges, d'oppression, de persécution. Cette annonce intervient après son interpellation survenue le 28 juillet à son domicile. Le maire de Ziguinchor est visé par une enquête pour divers chefs de délits et crimes. D'après le procureur de la République, il aurait, je cite, volé avec violence le téléphone portable d'une femme gendarme. Il est aussi accusé d'avoir divulgué sur les réseaux sociaux un message subversif dans lequel il demandait au peuple de se tenir prêt. Des accusations jugées puériles par l'un de ses avocats. Ousmane Sonko doit être entendu ce lundi par un juge. En Centrafrique, l'embargo sur les armes a été reconduit jusqu'au 31 juillet 2024. La résolution a été votée le 17 juillet par le Conseil de sécurité de l'ONU avec 13 voix pour et 2 abstentions. L'organe onusien a néanmoins décidé de l'assouplir. Il ne s'applique plus, je cite, à l'approvisionnement, à la vente et au transfert d'armes destinées aux forces de sécurité. Marie-Raphaël Antolo. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a assoupli le 27 juillet l'embargo sur les armes vers la Centrafrique, excluant désormais celle destinée aux forces gouvernementales. Le Conseil de sécurité estime que la situation en Centrafrique continue d'être une menace pour la paix et la sécurité dans la région et a prolongé jusqu'au 31 juillet 2024 l'embargo sur les armes en place depuis la guerre civile de 2013. Stratégiquement, il serait déconseillé pour l'ONU de maintenir ces sanctions, de les proroger, parce que je me dis, si elle le fait, c'est parce qu'aussi la Russie a gagné du terrain et c'est une manière de sanctionner implicitement la République centrafricaine. Mais pour moi, c'est une erreur stratégique parce que ça fait davantage gagner du terrain à la Russie et il peut avoir un risque d'effet domino en menant les autres pays à nourrir davantage une affection envers la Russie. D'après le Conseil, l'embargo ne s'applique plus à l'approvisionnement, à la vente et au transfert d'armes destinées aux forces de sécurité centrafricaines, soulignant en parallèle son inquiétude concernant le trafic d'armes fournissant les groupes armés opérant dans le pays. Le gouvernement centrafricain, qui considère cette décision comme un affront, a accusé le Conseil de sécurité de faire un amalgame entre son pays et les groupes armés. C'est une décision qui nourrit encore l'affection que la Centrafrique peut avoir pour la Russie. Et en même temps, nourrit et embellit, voire même légitime, les actions de la Russie en Centrafrique. La résolution prolonge également d'1 an les sanctions appliquées, notamment le gel des avoirs, l'interdiction de voyager contre une quinzaine d'individus, dont l'ancien président François Bozizé. Rappelons que la Centrafrique est en proie à une guerre civile depuis 2013, après qu'une coalition de groupes armés à dominante musulmane, la Séléka, a renversé l'ex-président François Bozizé. Celui-ci aurait ensuite organisé et armé des milices dites anti-Balaka, majoritairement chrétiennes et animistes, pour tenter de reprendre le pouvoir. Quelques jours après le coup d'État au Niger, la CEDEAO est montée au créneau. Un sommet spécial était organisé le 30 juillet à Abuja, au Nigeria. Temps fort de ce rendez-vous, des sanctions financières ont été décidées. Parmi elles, le gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués dans la tentative de coup d'État. L'organisation sous-régionale a également donné aux putschistes un délai d'1 semaine pour revenir à l'ordre constitutionnel. Marie-Raphaël Antolo.
Le putsch contre le président Mohamed Bazoum du Niger a rapidement été condamné par la communauté internationale, notamment par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'occasion d'un sommet convoqué en urgence ce 30 juillet sur la situation sociopolitique au Niger. L'organisation régionale a rappelé sa position et instruit un ultimatum. Cette condamnation soumet le Niger à des sanctions telles qu'un embargo total, dont aérien, la fermeture de toutes les frontières terrestres, le gel des avoirs du Niger à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'un délai d'1 semaine pour le rétablissement des institutions et le retour au pouvoir du président Bazoum. Par ailleurs, le président Mahamat Idriss Déby, émissaire de la CEDEAO, se rendra à Niamey dans les prochains jours pour rencontrer les militaires. Que nous appelions cette assise de dialogue constructif, peu importe ce que nous déciderons, nous devons garder à l'esprit nos références démocratiques. Je veux que nous soyons forts, courageux et décisifs en ce qui concerne la survie de Bazoum, mais aussi la liberté et sa restitution constitutionnelle dans la République du Niger. Il est temps d'agir. Après seulement 2 ans au pouvoir, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été renversé le 26 juillet par le général Abdourahmane Tiani, chef de la garde présidentielle. Comme motif du coup d'État, le général Abdourahmane et ses éléments soulignent la dégradation de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale. Vendredi 28 juillet, le nouvel homme fort de Niamey s'est exprimé à la télévision nationale pour annoncer qu'il dirigeait désormais le pays. Au Niger, la CEDEAO rejette toute forme de résignation qui pourrait venir du président Bazoum et considère sa détention illégale comme une situation d'otage. Si les demandes de la communauté ne sont pas implémentées dans un délai d'1 semaine, toutes mesures seront prises pour recouvrer l'ordre constitutionnel au Niger. Ces mesures pourraient inclure la force. Such measures may include the use of force. La CEDEAO prévient par ailleurs qu'elle se réserve le droit de recourir à la force si ces demandes ne sont pas satisfaites. Par ailleurs, à cette rencontre de la CEDEAO, des milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade de la France à Niamey, au Niger, avant d'être dispersées par des forces de l'ordre. Et sachez que l'annonce de ce sommet n'a pas reçu d'écho favorable dans les rangs du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. À la télévision nationale, le colonel-major Amadou Abdrahmane a affirmé que cette rencontre visite à valider, je cite, un plan d'agression contre le Niger. Sur les réseaux sociaux, le nouvel homme fort du pays, Abdourahmane Tiani, a déclaré mettre en garde l'organisation sous-régionale et ses alliés contre toute intervention militaire à Niamey. 30 juillet 1999, 30 juillet 2023, le roi du Maroc a célébré le dimanche 30 juillet ses 24 ans de règne. Pour son traditionnel discours à la nation, le souverain a notamment mis en avant le dynamisme économique du royaume, un dynamisme marqué notamment par la hausse des exportations dans le domaine de l'industrie automobile entre autres. Nathalie Mou. En 24 ans de règne, le roi Mohamed VI a modernisé le visage politique et économique de son pays, le Maroc. Accédant à la royauté le 30 juillet 1999, le monarque marocain s'illustre par des réformes infrastructurelles qui font du Maroc le deuxième pays le plus industrialisé d'Afrique. La contribution de l'industrie manufacturière au Maroc se chiffre à environ 13,4 milliards de dollars en 2023. Certains secteurs, comme l'industrie automobile, le textile, les filières électroniques et électriques ont connu une hausse notable de leur exportation. Par ailleurs, malgré la crise et ses retombées, la confiance placée dans notre pays et dans le dynamisme de son économie se confirme et se consolide. Pour le roi Mohamed VI, le bien-être social représente une clé pour le développement. Sous son leadership, la Constitution a été modifiée en 2011, donnant une place de choix à l'égalité des genres. Le monarque marocain mise ainsi sur l'inclusion économique des femmes pour soutenir la prospérité du pays. En 2021, l'inclusion financière des femmes s'est chiffrée à 33%. Des études révèlent que 54% des hommes salariés ont un compte bancaire
contre 53% de femmes salariées au royaume chérifien. Nous avons veillé à la promotion de la condition de la femme en lui offrant toutes les possibilités d'épanouissement et en lui accordant la place qui lui revient de droit. Ainsi, parmi les réformes majeures engagées sous notre impulsion figure la promulgation du Code de la famille et l'adoption de la Constitution de 2011 qui consacre l'égalité homme-femme en droit et en obligation et par conséquent érige le principe de parité en objectif que l'État doit chercher à atteindre. Le produit intérieur brut du Maroc devrait atteindre 138 milliards de dollars, équivalent à un PIB par habitant de 3 500 $ en 2023 pour une population de 37 millions d'habitants. Pendant l'exercice en cours, la croissance du pays devrait s'accélérer pour se fixer à 4% selon des perspectives gouvernementales. Et à l'occasion de cette célébration, une grâce royale a été accordée à plus de 20 000 personnes. Parmi ces personnes graciées, on compte plus de 1700 détenus. À l'issue du second sommet Russie-Afrique, les deux parties ont adopté un plan d'action pour la période 2023-2026. Le document comprend 181 points pour une coopération renforcée. Parmi les domaines ciblés, la politique et la sécurité. À ce propos, la formation des forces de l'ordre ou encore le partage d'informations sur les groupes terroristes sont notamment prévus. Fraterne Dakia Isenga et Corénéoné. L'Afrique que nous voulons, selon l'agenda 2063 de l'Union africaine, est également appelée à se concrétiser grâce à la coopération russo-africaine ravivée avec la tenue du deuxième sommet Russie-Afrique. Pour la mise en œuvre de cette coopération, un document stratégique dénommé Plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026 se propose en 181 points d'orienter les actions prioritaires pour le renforcement du partenariat dans l'intérêt mutuel des deux parties. Les domaines couverts par ce document stratégique intègrent la politique et la sécurité adossés sur les instruments de l'Union africaine, les finances et l'agriculture, l'énergie, l'industrie, le transport, la science et la culture. L'Afrique que nous voulons est une Afrique économique et sociale, intégrée dans le reste du monde, avec une vision d'un grand marché numérique unique, avec moins d'obstacles dans le domaine du commerce et des investissements conformément aux objectifs de la ZLECAf. Jusqu'ici très opérationnelle, la coopération sécuritaire prévoit développer les contacts entre les hauts représentants qui supervisent les questions de sécurité pour échange d'informations sur la sécurité internationale afin de mieux faire face aux menaces contemporaines telles que le terrorisme, les crimes financiers et sur d'autres menaces impliquant l'utilisation d'armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Le volet politique prévoit la tenue annuelle de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique, avec une coopération accrue dans le domaine de l'observation électorale mutuelle. Concernant la paix et la sécurité, la démocratie et l'état de droit, certes, nous apprécions l'esprit de certains de nos partenaires de ne pas s'immiscer dans les affaires internes des États. Toutefois, nous demandons leur accompagnement dans la lutte que nous menons contre les changements anticonstitutionnels, car ce qui se passe malheureusement dans nos continents ces dernières années ne profitera pas à aucun de nos partenaires. La coopération économique qui projette la mise en valeur des organisations régionales africaines va renforcer la coopération entre l'Union africaine et l'Union économique eurasienne, notamment par la prorogation et la poursuite de la mise en œuvre du protocole d'accord entre la Commission économique eurasienne et l'Union africaine dans le domaine de la coopération économique. Précisons que ce plan d'action élargit et complète les dispositions d'autres documents stratégiques, notamment la déclaration du deuxième sommet Russie-Afrique sur la coopération dans le domaine de la sécurité internationale de l'information, de la déclaration du deuxième sommet Russie-Afrique sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.
L'actualité, c'est aussi la hausse en Algérie de la consommation des produits pétroliers. Une augmentation de 6,7% a été enregistrée au cours du premier semestre 2023. Des chiffres divulgués par le président de l'autorité de régulation des hydrocarbures, Rachid Nadil. Dans les détails, la consommation nationale des produits pétroliers a atteint 8,69 millions de tonnes. À la même période l'année dernière, elle s'était chiffrée à 8,14 millions. Évoquer les problématiques liées à l'héritage par le spectacle vivant, c'est tout l'enjeu de Dieu le Père, Dieu le Fils, une pièce de théâtre écrite par Marlène Douty. La pièce, qui se joue actuellement au Bénin, est interprétée par des jeunes comédiens issus de l'Union culturelle artistique des étudiants. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. De jeunes comédiens béninois de l'Union culturelle et artistique des étudiants UCAE s'illustrent à travers la représentation théâtrale intitulée Vieux le Père, Dieu le Fils. Mise en scène par Donatien Sodegla, cette pièce de théâtre écrite par l'auteur togolais Marlène Douty aborde les problématiques de succession, un sujet d'actualité dans nos sociétés. Dans cette pièce, 6 jeunes comédiens s'interrogent entre autres sur l'héritage que l'humain, au cœur des problèmes majeurs du XXIe siècle, laisse à la descendance, mais aussi du partage du patrimoine des parents défunts entre les héritiers, un phénomène qui engendre des bouleversements dans la communauté et les familles. La question de succession se pose dans tous les pays africains aujourd'hui, où les jeunes se laissent aller parce que le papa est, disons, riche, se laisse aller à de la paresse, comptant sur l'héritage de leurs parents. Mais malheureusement pour le personnage de cette pièce, ça s'est passé autrement parce que le papa a déjà pressenti ces gènes-là en lui. Et à la fin, voilà quoi, l'héritage est allé ailleurs. En dehors de la touche artistique, le metteur en scène a concocté de l'humour dans la pièce Vieux le Père, Dieu le Fils. Elle vise non seulement à inciter le public à davantage s'intéresser au théâtre professionnel, mais aussi à sensibiliser la jeunesse sur la thématique de l'héritage dans nos sociétés. J'ai joué le rôle de Sib, et Sib dans le spectacle est un homme âgé qui par le passé était bien à l'aise financièrement et compte tenu des soucis de la vie, a dû céder sa maison à un certain John Kanza. Chercher la merveille, c'est l'ami de Sib. Dans le rôle, je suis venue interrompre Bamakan Kanza. Je savais qu'il voulait prendre la maison. Donc pour ne pas qu'on lui prenne la maison, parce que lui c'est mon ami et on se voit de temps en temps dans la maison. Si lui prenne la maison, comment est-ce que nous on va jouer au coq à la poule? A noter que ce premier spectacle de théâtre intitulé Vieux le Père, Dieu le Fils annonce la tournée nationale des comédiens de l'UCAE dans les villes du pays. Cette dramaturgie a été créée dans le cadre des Universias, rencontre internationale de théâtre étudiants du Bénin. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.